Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne, la Chine en question, pour continuer à nous poser des questions sur la Chine. Et ce soir, je vous propose de faire un petit détour par Hobbes. Faire un détour par Hobbes pour comprendre la Chine et faire un détour par la Chine pour relire Hobbes. Hobbes, philosophe de la politique absolument indispensable, absolument incontournable, qui a été le premier à faire une synthèse de ces notions de la Renaissance, les notions de souveraineté, de droit naturel et de contrat. Alors, malheureusement pour lui, si je puis dire, il fait une synthèse de ces notions qui va dans le sens de l'absolutisme. Et on le lui a évidemment beaucoup reproché. L'abominable Monsieur Hobbes, c'est comme ça qu'on l'appelle de son vivant. Néanmoins, la pensée d'une telle cohérence, d'une telle profondeur argumentative, que, l'Occident, je veux dire la tradition philosophique de tous les contractualistes qui est venue derrière, n'a pu que mettre un peu d'eau dans ce vin de la critique, et finalement accepter de continuer le débat avec et contre Hobbes, mais avec en même temps. Alors, contre et avec, je crois que c'est là tout l'intérêt, dans un style qui doit nous pousser un petit peu plus loin que la polémique. On voit qu'il y a chez beaucoup de sinologues, appelons-les comme ça, de connaisseurs de la Chine, beaucoup de vinaigre dans les propos que vous les entendez tenir sur les plateaux télé, et dont vous pouvez trouver des échos sur YouTube. Je pense même à des sinologues, attention, des gens très respectables et qui ont beaucoup de connaissances, qui sont professeurs à Sciences Po, ou M. Béja par exemple, ou d'autres, qui connaissent leur sujet, mais qui ont une position pro-occidentale en faveur de la liberté et des droits de l'homme, qui est tout à fait respectable en elle-même, mais qui ne s'élève pas suffisamment à la hauteur d'un véritable débat philosophique tel qu'on peut le trouver au XVIIe et au XVIIIe siècle entre Hobbes et les penseurs du contrat qui ont hérité de sa doctrine du contrat et qui l'ont pourtant retourné contre lui. Voilà, je crois que c'est dans ce débat-là qu'on pourrait essayer de rentrer un petit peu, donc sans polémique facile, sans se contenter de condamner la Chine parce qu'elle n'est pas une démocratie libérale. Rentrons dans le vif du sujet, et on ne peut le faire qu'en comprenant que la solution que propose Hobbes, qui est aussi la solution que propose la Chine, c'est une solution tout à fait originale. Alors, au temps de Hobbes, la solution n'est pas complètement originale, puisque Hobbes est un penseur de l'absolutisme qui souligne, si vous voulez, que l'individu, en transférant ses droits de nature à l'État, obtient la sécurité. Alors, ça, si vous voulez, c'est pas une thèse particulièrement originale du temps de Hobbes, mais c'est une thèse vraiment originale pour nous, après plusieurs siècles de libéralisme. Locke, John Locke, Adam Smith, etc., les défenseurs du libéralisme juridique et puis du libéralisme économique, etc., nous ont un petit peu fait oublier la profondeur du discours autoritariste, appelons-le comme ça si vous voulez, ou absolutiste, qui était celui par exemple de Richelieu ou d'un Thomas Hobbes.
Alors si vous voulez vous en convaincre, je vous invite à relire l'excellent article de Jacques Ellul, un éminent professeur de droit public de l'université de Bordeaux, qui est aussi l'auteur de l'excellent article Absolutisme dans l'Encyclopædia Universalis. Alors, penser l'absolutisme, c'est penser la politique dans cet horizon de la sécurité. L'objectif n'est plus la liberté et la défense des libertés fondamentales ou des droits fondamentaux, mais la recherche de la sécurité par tous les moyens appropriés. Et la conséquence, c'est que dans cette perspective, c'est plutôt l'État qui est de droit divin et les églises qui sont de droit public. Vous voyez, là, il se passe quelque chose de tout à fait original et qui est illustré par la situation chinoise actuelle, dans laquelle vous voyez un gouvernement central qui assujettit totalement les religions à son pouvoir juridique, judiciaire, en enfermant éventuellement tous les réfractaires. C'est la question inlassablement débattue sur les réseaux sociaux, sur YouTube, la question du Tibet, pour une part, du bouddhisme tibétain, et la question de l'islam au Xinjiang. La question des Ouïghours, question problématique en termes de sécurité depuis les émeutes de 2009. Alors ces émeutes qui servent justement à légitimer la réplique autoritaire de cet État qui ne supporte pas, au nom de la sécurité, de voir émerger des contre-pouvoirs qui pourraient menacer la stabilité du pouvoir central. Voilà. Et ça, c'est une réflexion. En Chine, on a des pratiques, mais chez Hobbes, on avait déjà une réflexion là-dessus, puisque Hobbes allait même beaucoup plus loin qu'une affirmation de l'autonomie. Il allait beaucoup plus loin qu'une affirmation de l'autonomie de la sphère politique par rapport à toute Église. Il attribuait à l'État un droit d'interpréter la Bible, et ça conférait carrément au chef de l'État celui d'un chef d'Église, le rôle d'un chef d'Église, pardon. Le roi, fonctionnellement, si vous voulez, chez Thomas Hobbes, c'est aussi un pape. Alors ça, c'est quelque chose qui s'illustre tout à fait en Chine, par le fait que vous avez des traductions avalisées, des traductions légitimes, qui seules ont le droit d'être commercialisées et lues publiquement dans les lieux de culte. Vous avez une traduction de la Bible, vous avez une traduction du Coran. On ne traduit pas le Coran en chinois comme on veut, on ne traduit pas les textes sacrés à sa convenance. Pour les traduire et les lire en public, il faut des autorisations spéciales. En Chine, l'État est garant de l'interprétation légitime des textes sacrés. Donc là, on a une conception de la laïcité tout à fait étonnante, qui n'est ni la laïcité, ni le modèle anglo-saxon de la laïcité, ni non plus le modèle français de la laïcité. Et puis, je dirais que non seulement les églises sont de droit public en Chine, mais l'État est de droit divin. Et on voit, c'est le dernier point de cette vidéo, pour faire
prolonger hein, ce rapprochement avec Thomas Hobbes. Alors, ça semble plus discutable, mais parce qu'on voit Xi Jinping comme un chef d'État moderne, en réalité il est peut-être déjà post-moderne, et ce qu'on sait beaucoup moins en Occident, c'est qu'il y a dans le discours politique chinois un retour hein, des doctrines et des modèles du modèle de la tradition impériale, dans laquelle, vous le savez, l'empereur est le fils du ciel. Donc on a une espèce de sacralisation du pouvoir qui se manifeste notamment de façon très concrète chez Xi Jinping par le fait qu'il est omniprésent. Il y a une espèce de, disons pas d'idolâtrie, hein, n'utilisons pas de gros mots et ne portons pas de jugement là-dessus, mais on peut remarquer qu'il y a une sacralisation du pouvoir qui passe par le culte de la personnalité, un culte de la personnalité, un retour des pratiques du culte de la personnalité qui ont été soulignées par de nombreux commentateurs déjà, et qui vont dans le sens d'une sacralisation hein, de la figure du pouvoir. Voilà, ce retour de la tradition impériale classique dans les doctrines post-modernes du pouvoir en Chine, eh bien, vous pouvez en trouver peut-être une illustration ou un prolongement de réflexion dans ce livre de Yang Xuetong, Ancient Chinese Thought and Modern Chinese Power. Yang Xuetong, un très grand philosophe pétri de philosophie politique à l'occidentale, tout comme Wang Huning d'ailleurs, et ce sont des noms indispensables à connaître absolument pour tout sinologue qui voudrait un petit peu creuser cette question. Voilà, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la question des rapports entre Hobbes et Xi Jinping, si vous voulez, l'utilité d'une lecture ou d'une relecture de Hobbes pour mieux comprendre l'inflexion néo-autoritaire ou absolutiste post-moderne des doctrines du pouvoir en Chine dans la mouvance de Xi Jinping, dans la mouvance de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. 再见，下次见。